Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes le lundi 10 juillet, il est 18h et voici les titres de votre journal sur Calédonien. En plein match de sélection pour la Coupe de Calédonie, deux arbitres de la fédération se sont fait agresser. Un match opposant Horizon Pato contre Yangensport à Marais. Des supporters de l'équipe de Marais mécontents de l'arbitrage s'en sont pris aux représentants des règles du jeu. De lourdes pénalités peuvent être prises en compte pour l'équipe Horizon Pato. On en parle dans un instant. Il y a 40 ans, les principales forces politiques du moment, des représentants de l'État et des coutumiers, se retrouvaient autour de la table dans un château de Nainville-les-Roches en France. Des discussions pour penser et construire un avenir institutionnel, prémisse des accords. Aujourd'hui, on interroge également la place des coutumiers dans le monde politique et pour en parler, nous recevons dans cette édition M. Hippolyte Sinewami Tamoumou, président du Conseil national des grands chefs Inatne Kanaki. À la fin de ce journal, nous connaîtrons les 8 Miss sélectionnées pour prétendre à la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie. Nous serons en direct avec Stella Levanao, présidente du comité Miss Calédonie, l'occasion de connaître le marathon qui les attend avant l'élection. Ouvrons notre journal avec le monde du football calédonien. Deux arbitres agressés lors d'un match de la Coupe de Calédonie ce week-end. Les faits se sont déroulés ce samedi à Marais. Les arbitres en question dénoncent des tentatives d'intimidation et des actes de violence physique durant et après la rencontre. On fait le point avec Audrey Pouedi et Duke Menango. Cette vidéo filmée samedi au stade de la Roche à Marais a recueilli plus de 27 000 vues en quelques heures. Publiée aujourd'hui sur la toile, on y voit les arbitres se réfugier au milieu du terrain. Durant le match opposant les équipes d'Horizon Pato et de Yangensport, les arbitres auraient reçu des menaces suivies de violences physiques à l'issue du match. Donc déjà, quand on a fait la fin du match, l'entraîneur est venu sur nous, donc très véhément, il voulait nous agresser, je pense physiquement. Donc les joueurs de Yangen et le coach Félix Tagawa se sont interposés. Et donc suite à ça, ça a échauffé un peu tous les supporters qui étaient autour, dont un qui nous attendait en fait devant le vestiaire et qui a tenté de me courser en fait pour me frapper. Donc à ce moment-là, il y a mon petit frère Mike là, qui est arbitre également, qui a essayé de l'attraper pour le retenir. Et donc ce supporter l'a empoigné et a voulu également le frapper. Donc suite à ça, il a continué sa course pour me poursuivre et on a dû se réfugier sur le terrain en fait, en attendant que tout se calme et que tout le monde rentre chez soi, quoi. Donc voilà, j'ai voulu dénoncer ce qui s'est passé parce que c'est pas normal qu'il y ait de la violence dans le sport en fait. Enfin, c'est honteux pour nous et pour la zone pacifique qu'on agresse des arbitres en fait qui essaient juste d'être neutres et impartials sur le terrain en fait. Les arbitres ont décidé de déposer plainte. Si le club d'Horizon Pato regrette ces faits, il évoque toutefois un mauvais arbitrage durant le match. On voudrait simplement présenter un petit peu toutes les excuses aux arbitres, encore arbitrage, à la Fédé, et puis bien sûr à tous les clubs qui sont engagés justement dans ces compétitions. C'est vrai que c'est pas vraiment l'image que nous on voulait donner, hein, parce que si c'est une équipe quand même de Marais, bon, c'est quand même malvenu pour nous, hein. Prendre quand même 4 cartons rouges, 2 cartons jaunes, et puis des décisions que nous semble pour nous c'est injuste. On a comme l'impression qu'il y a quand même des choses à revoir aussi à ce niveau pour éviter que les arbitres sont pointés, hein. De son côté, la Fédération calédonienne de football condamne ces actes et apporte son soutien aux arbitres. Alors je suis tout à fait clair. Donc s'il y a des erreurs, il suffit de faire un rapport à la fin du match. Mais de ne pas s'en prendre à l'arbitre physiquement. Ni de l'insulter, ni de le menacer, de ne pas prendre l'avion. Ça aussi c'est inadmissible, venant d'un entraîneur. Donc ça aussi, c'est à proscrire. C'est-à-dire, on a gagné ou on a perdu, il y a une feuille de match. Il y a des incidents d'après-match. La feuille vous est présentée, remplissez-la, faites-la signer par 1, le capitaine, 2, le délégué de match et l'arbitre. Et tout arrive à la commission qui, elle, dispose d'un moment, je veux dire, pour homologuer ce match et qui va étudier toutes les facettes de ce match. La commission d'organisation des compétitions a été saisie. Elle doit se réunir ce soir. À l'issue, elle peut saisir ou non la commission de discipline pour statuer sur ces faits. La sanction la plus lourde qui pourrait être prononcée à l'encontre du club d'Horizon Pato serait une interdiction de jouer des matchs à Marais. Et le club Horizon Pato compte envoyer un courrier auprès des arbitres et de la fédération pour présenter ses excuses.
Contracmine, le syndicat des rouleurs, a rencontré le gouvernement cet après-midi pour trouver un terrain d'entente au sujet de la TGC. Le gouvernement souhaite supprimer l'exonération à laquelle ils ont droit sur le gasoil et les pièces importées, par exemple. Écoutez, Max Fouché, président de Contracmine, suivi de Gilbert Thuyennon, membre du gouvernement en charge de la fiscalité, au micro de Anna Mazer-Pirodon. On a obtenu ce qu'on souhaitait, que dans un premier temps, on nous garantit que l'application de la TGC ne sera pas demain ou après-demain ou dans une semaine sur le bureau du Congrès, mais qu'il y aura des bureaux de travail, de concertation pour voir qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui peut être proposé, aussi bien de la part des sous-traitants miniers que de la part de la fiscalité calédonienne. C'est vrai que le pays a besoin de revenus, a besoin d'argent. Il y a peut-être d'autres endroits où aller chercher. La première réunion est convenue à la fin de ce mois-ci, aux alentours du 25 juillet. Donc ce sera une réunion d'un groupe de travail en quelque sorte pour avancer avec eux, pour regarder ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que de la part de la sous-traitance minière, c'est que notamment eux les rouleurs, c'est une demande de ne pas être assujettis à la taxe générale sur la consommation. Il y a 40 ans, en 1983, la Nouvelle-Calédonie est sous de vives tensions. Une table ronde s'organise en France à Nainville-les-Roches. Un rendez-vous historique puisque c'est la première fois que les principales forces politiques calédoniennes se réunissent avec des représentants de l'État, des représentants coutumiers. Ils sont également présents. 4 jours de discussion pour déterminer la Nouvelle-Calédonie de demain. Les prémices des accords de Matignon-Oudinot. Des explications sur ce moment marquant de l'histoire calédonienne avec Delphine Bossy et Mara Le Dior. En 1979, la situation en Nouvelle-Calédonie s'échauffe. Jean-Marie Tjibaou crée le Front indépendantiste et dès le début des années 1980, la revendication nationaliste kanak prend de l'ampleur. Aux élections présidentielles de 1981, les indépendantistes placent leur confiance en François Mitterrand, candidat qui se revendique anticolonialiste. Il aurait pris des engagements avec les indépendantistes, mais n'aurait pas tenu ses promesses. La même année, l'assassinat du secrétaire général de l'UC, Pierre Declercq, sème trouble et violence. C'est dans ce contexte qu'en 1983, Georges Lemoine, secrétaire d'État à l'Outre-mer, propose une table ronde entre indépendantistes et loyalistes à Nainville-les-Roches, à une quarantaine de kilomètres de Paris. C'est une première, les acteurs de la Nouvelle-Calédonie sont tous ensemble en métropole. L'objectif est d'aboutir à un statut garantissant une large autonomie à la Nouvelle-Calédonie. Si des avancées sont faites sur la reconnaissance de la légitimité kanak et des victimes de l'histoire, le statut Lemoine qui découle de cette rencontre est boycotté. Il ne satisfait pas tout le monde et les violences s'intensifient par la suite sur le territoire. Ce statut reste néanmoins une base solide dans la construction des accords de Matignon en 1988. Et pour faire le lien entre histoire politique et coutumière de notre pays, nous recevons ce soir M. Hippolyte Sinewawi Tamoumou, président du Conseil national des grands chefs. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant de commencer, juste une petite réaction sur ce qui s'est passé ce week-end durant le match Yengen-Horizon-Pato sur le terrain de football situé dans votre district. C'est dommage en tout cas à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi la jeunesse qui se représente aussi à travers le sport, surtout que le sport il véhicule aussi les valeurs en tout cas au niveau d'une société, tout ça, là, et puis il y a l'émancipation en tout cas des jeunes. Donc c'est dommage en tout cas, et puis on ne peut pas passer à de simples excuses, tout ça, là, par rapport à ce qui a été fait, quoi. Entendu. Autre actualité, ce sont les 40 ans de Nainville-les-Roches. On l'a vu juste avant, plusieurs forces politiques du moment et des coutumiers pour rappeler l'importance de l'histoire. Alors, quelle place accorde-t-on aux coutumiers selon vous aujourd'hui ? C'est une place importante en tout cas qui doit être dans l'échiquier en tout cas du moment, parce qu'on est en pleine dans la construction en tout cas des pays. Et je veux dire que de ce fait, Inaj Kanaki découle en tout cas de ces moments historiques en tout cas, hein. Parce qu'il y a avant Nainville-les-Roches, c'était une délibération qui a été faite à l'Assemblée territoriale présidée par M. Haïfa, donc en 81. Donc c'est dans la continuité aussi qu'on mène ce travail, tout ça là, avant d'arriver aux discussions. Ce que je veux dire aussi, c'est que
de cette délibération aussi découle le Conseil consultatif coutumier, qui a été mis en place avant même le Sénat coutumier, tout ça, qui était géré par des grands chefs. Et donc on est sur une continuité, en tout cas, des chemins qui ont été tracés par nos anciens. Nous allons y revenir, justement, vous parlez de discussion. Président du Conseil national des grands chefs, ce week-end, vous avez tenu une conférence de presse du Conseil national des grands chefs, Inatne Kanaki. Vous regrettez ne pas être associé aux institutionnels avec le président de la République. Qu'avez-vous à proposer au président de la République, Emmanuel Macron, si vous le rencontrez? En fait, déjà, c'est depuis notre départ sur Paris, avec la rencontre qu'on a eue avec M. Darmanin. Donc c'était dans le but d'avoir ce couloir de discussion pour les coutumiers. Bien sûr, on a nos partis politiques qui sont là, que ce soit indépendantistes ou non indépendantistes. Et c'est dans ce cadre-là, en tant que coutumier, qu'on vient discuter directement avec l'État. Donc qu'est-ce qu'on va dire à l'État? C'est que déjà, on fait un peu l'historique, tout ça là. C'est qu'en 1853, quand ils arrivent ici, quand l'Empire colonial, quand l'Occident, en tout cas, arrive ici, il trouve des chefferies avec une organisation sociale dans des espaces aussi. Donc, c'est des zones d'influence coutumière. Et dans ce sens, on demande fortement qu'il soit mis en place un couloir de discussion avec les coutumiers. Très bien, on l'a entendu, mais alors justement pour comprendre davantage la différence, j'ai envie de dire, entre le Sénat coutumier et le Conseil national des grands chefs, vous étiez, vous, président du Sénat coutumier, c'est quoi? Quelle est la différence? C'est ce que je répétais en tout cas à l'hémicycle. Nous sommes les représentants d'une aire coutumière. Donc il y en a 8 aires coutumières, donc en tant que sénateur, on représente l'aire coutumière et de plus une chefferie. Donc on est une représentation dans les institutions coutumières. Ça veut dire que les autorités coutumières, c'est bien dans les chefferies, ce sont les clans, tout ça, ce sont les chefs de clan, ce sont les grands chefs. Aujourd'hui, on a mis en place aussi les présidents de conseils de district, là où il n'y a pas de grands chefs, et les présidents de conseils de chefs de clan. Donc l'année dernière, quand on a réactivé en tout cas le Conseil national des chefs, donc c'était dans le but d'accompagner en tout cas les institutions coutumières. Et de ce fait, nous avons pu constater en tout cas que au niveau de nos institutions coutumières, il y a eu un dysfonctionnement en tout cas. Donc on essaye de ramener à l'unité tout ça, mais je veux dire aujourd'hui on a affaire aussi à des personnes qui ont fait rentrer aussi des idées ou des partis politiques dans les institutions coutumières. On y vient. Est-ce que les coutumiers prennent des décisions, vous l'avez dit, au sein des tribus, des districts. Est-ce que selon vous, leur place est essentielle, nécessaire dans le paysage politique actuel? Peut-on conjuguer les deux? Bien sûr, parce qu'on va aussi parler coutumièrement ou même identitairement du foncier. Donc le foncier, nous qui sommes dans les chefferies, tout ça, c'est nous qui gérons le foncier. Et plus particulièrement dans l'espace normalement qui est d'une chefferie. Donc c'est aussi dans l'organisation, ce sont des clans, ce sont des familles. Et ensuite, il y a toujours ce travail aussi de restructuration. Donc voilà, qui a été déstructuré en tout cas par l'histoire coloniale. Aujourd'hui, on a avec le documentaire sur Nainville-les-Roches, tout ça là, les coutumiers comme les partis politiques, tout ça là, ont accepté aussi les victimes de l'histoire. Donc c'est une grande avancée de l'époque, mais aujourd'hui on est toujours dans ce chemin-là de restructuration et puis des revendications foncières. Donc il faut que nous soyons à cette table de discussion. Hippolyte Sinewami Tamoumous sera le mot de la fin, président du Conseil national des grands chefs, Inatne Kanaki. Merci pour cet éclairage et cet échange. Merci. Pendant
Les mois de juin, juillet, c'est le moment des grandes marées basses, où le coefficient des marées est à 0, quasiment. Les plateaux de récifs sont à sec, c'est le bon moment pour aller à la pêche aux coquillages. Nous avons suivi à Puebo, sur le plateau d'herbier appelé Tidja, Regina et ses nièces pour une partie de pêche aux araignées, aux palourdes et autres coquillages. Découvrons ce reportage sans commentaire de Natacha Oki. Herbier à sec, Regina et ses nièces sont sur le plateau de Tidja, au village de Puebo. Elles en profitent pour pêcher les coquillages. Ramasser les mollusques, c'est l'affaire des femmes. Regina nous dévoile une astuce ancestrale pour pêcher les araignées. Elles sont souvent par paires et la plus petite antenne de la coquille indique la position de son binôme. Après une bonne pêche, place à la cuisson. Là, on va commencer à nettoyer les coquillages. On va les nettoyer et ensuite on va les faire cuire. Je vais mettre de l'eau pour que ça déborde un peu. Ça, les araignées cuisent bien. Allez, là, on va les égoutter dans la passoire bio, naturelle. Le créois, là. Allez, on va les laisser un peu refroidir et après, on va tirer la bête. Voilà, c'est ça la petite bête qu'on doit récupérer pour la salade. Là, on a lavé. Là, on va les mettre en poche pour mettre en congélation. Mais là, je commence par les araignées. Là, je vais remplir la poche déjà. Je vais mettre aussi en poche, mais pas lourd. Ah oui, je suis très satisfaite de la pêche. Il y a beaucoup. Avant de nous quitter, c'est officiel, nous connaissons enfin les Miss sélectionnées pour l'aventure Miss Nouvelle-Calédonie. Elles sont 8 à prétendre à la couronne. L'une d'elles représentera la Nouvelle-Calédonie pendant 1 an et pourra concourir à Miss France 2024. Pour savoir ce qui les attend dans ce prochain marathon, nous sommes en direct. Grâce à notre journaliste Maëlys Vézir, Stella Lenvao, présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, bonsoir. Bonsoir. Vous me recevez très bien. Alors les 8 candidates viennent de se présenter au jury. Alors dites-nous cette année, qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors les 8 candidates se sont présentées effectivement au public, aux journalistes. Il y avait aussi la présence des partenaires et de tous nos bénévoles, parce qu'il faut savoir que le comité Miss Nouvelle-Calédonie est une association le 1901, donc, et avec une nouveauté, puisque nous avons aussi les marraines des Miss, qui sont toutes nos Miss des années précédentes. Excellent. Et alors, d'un point de vue... Les nouveautés, voilà. Ouais. Bon, Oui, donc les nouveautés. Pardon, oui, je vous coupe la parole. Les nouveautés. Alors, la thématique, c'est les plus célèbres comédies musicales. Et donc, la nouveauté, c'est que chaque candidate a une marraine qui est une Miss Nouvelle-Calédonie des années précédentes. Entendu. C'est vraiment un choix du comité pour pouvoir suivre la candidate donc durant toute son aventure, toute la préparation jusqu'à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Stella, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui se démarque chez ces 8 nouvelles candidates selon vous? Alors l'originalité, je dirais, chaque promotion, c'est vraiment pour la Nouvelle-Calédonie, c'est toutes ces cultures en fait, c'est cette mixité de cultures. C'est vraiment l'originalité de la Nouvelle-Calédonie. Chaque année, on a une mixité culturelle incroyable. Les sentez-vous prêtes pour l'aventure jusqu'à Miss France? En tout cas, vous allez vous y atteler? Oui, on n'a pas le choix, hein. On y est. Oui, tout à fait. On a quelques mois de préparation
avec du coaching de communication orale, du bien-être, de la culture générale bien sûr, du fitness, marcher avec des talons, le catwalk, c'est très important. Et bien sûr, toutes les chorégraphies, parce qu'aujourd'hui, l'élection Miss Vakaini n'est pas que des défilés, c'est bien un spectacle avec des valeurs. Et donc, c'est tout le travail de la direction artistique sur cette thématique. Stella Levanhao, pardon, on vous suit de près, présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Calédonia et à toute l'équipe. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission, Je parle d'émission parce que juste après, vous avez rendez-vous à 18h30 avec Adrien Espinoza en direct dans Lundi Sport. Il reviendra avec ses invités sur la régate du week-end, la No Woman No Sail. Je vous souhaite une belle soirée et à demain.